Donc, je vais demander à Irena et à Mathieu de venir. Je vais vous laisser respirer un peu. J'ai entendu quelques réactions, différentes d'ailleurs, sans doute un peu. Donc vous avez sans doute des questions sur le film. Très bien. Et sinon, on va laisser la parole à Mathieu et Irena pour nous dire quelques mots, puisque vous avez compris tout à l'heure toutes les allusions qui ont pu être faites, mais qui n'ont pas été dévoilées. Donc Mathieu, peut-être. Non, mais je pense qu'on aimerait bien vous entendre après ce film. On a beaucoup parlé au début, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Il y a une main par là. Et un troisième. Ce qui m'a frappé à cette première vue, c'est quand même, donc en plus des décombres, une parallèle que j'ai clairement fait avec un autre film où la condition de l'enfant dans une nation qui est meurtrie et qui dépasse l'enfance de manière très violente, c'est l'enfance d'Ivan de Tarkovsky, réalisé pareil dans un URSS très 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 violent. Et ben voilà, j'aimerais avoir un peu votre avis sur cette enfance qui est meurtrie dans deux films, dont un, je pense qu'il s'est inspiré de l'autre. Mais bon, après, ça tient que moi. Merci. Oui, oui. Oui, la comparaison, elle est intéressante parce qu'en effet, L'enfance d'Ivan, c'est un film de Tarkovsky, un film soviétique d'un grand cinéaste, Andrei Tarkovsky. C'est son premier long métrage, je crois. Je sais plus, je connais plus la date. Ça doit être un film des années 60, je pense. Je crois que c'est... Ça marche? Ouais. Andrei Rublev. Je crois que c'est 57, Ouais, il me semble. Ah oui, d'accord. Me C'est semble. plus tôt. Et c'est aussi l'histoire d'un enfant confronté à la guerre. Mais là, ça se passe pendant la guerre. Et Ivan, dans l'enfance d'Ivan, c'est un orphelin qui fait circuler des informations pour l'armée, quoi, et qui va au front, qui prend des risques, etc., pour faire circuler des informations sur le front russo-allemand. Voilà. Et donc, c'est aussi l'histoire d'un enfant qui est déshumanisé quelque part par cet événement terrible qui est la guerre, cette rencontre frontale avec la guerre. Et ici, dans Allemagne année zéro, en effet, là c'est l'après-guerre, mais on a tous les stigmates de la guerre, toutes les traces qui sont encore fumantes, vibrantes, présentes, et surtout l'espèce d'impossibilité qu'a créé la guerre, parce que ce qu'on voit ici, c'est à quel point le tissu social est détruit, est en lambeaux, et à quel point il ne demeure plus rien. Et que tout ce qu'il y a à reconstruire, oui, ce sont des bâtiments, etc., mais c'est surtout une société, parce que quand tout le monde est confronté à une question de survie et qu'il n'y a plus aucune relation sociale qui tienne, qui fonctionne, où l'homme est un loup pour l'homme, où on peut plus se fier à personne, où on manque de tout, il y a une pénurie sur tout, et tout se monnaie, évidemment. Voilà, l'enfance est confrontée à ça, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi le choix de l'enfant comme point de vue. C'est intéressant d'avoir cet enfant qui se promène, qui pose un regard sur tout le monde, sur toutes les situations. Et c'est pas n'importe quelle hauteur, l'enfance. C'est d'avoir le point de vue du devenir aussi, le point de vue de l'avenir, de l'humanité qui est en train de se construire, de la jeune génération. Et la fin ici est d'autant plus cinglante que ce devenir est impossible, en fait. Voilà, le parcours d'Edmund, voilà, le point de vue qu'il pose sur le monde est complètement empêché par tout ce qu'il a autour de lui. Oui, peut-être aussi la question de victoire et de défaite.
dont on peut parler, parce que l'enjeu dans l'enfance d'Yvan, c'est la victoire héroïque, et l'enjeu de film qu'on vient de voir, c'est la défaite absolue. Il y a aussi un autre film, je ne sais pas, c'est absolument pas en 57, certainement pas, c'est en 65 peut-être, mais on va vérifier en fait pour l'enfance d'Yvan. Mais il y a un autre film qui est fait juste après la guerre, par un réalisateur hongrois dont le nom m'échappe. Et le film s'appelle Quelque part en Europe. Et c'était aussi un très, très beau film sur les enfants abandonnés. Parce qu'il y avait énormément, c'était un phénomène de Budapest. Et c'était ces enfants qui n'avaient plus du tout ni de maison, ni de parents, ni de famille, ni d'aide, ni rien. C'était des bandes d'enfants. Et là, ce que j'ai remarqué, ça, je ne l'ai pas vu, il y a ce moment où il dit, le soldat qui se cache, il dit « Je suis maintenant, je ne suis rien, je suis zéro ». Et je crois que ça a pu inspirer le nom du film. L'Allemagne année zéro, et c'est vraiment c'est un recommencement ce n'est même pas le début, c'est au-dessous du début, et Oui. c'est dans cela que c'est vraiment un film, mais pas même pas pacifiste, c'est un film qui est vraiment un éloge à la paix. Oui, Ouais. oui. Ouais. C'est un point de vue sur la fin, d'ailleurs, qu'a exprimé Rossellini à sa façon. On est dans un contexte de... La mort a été omniprésente, donc le rapport des gens à la mort, et en particulier des enfants, ne peut pas être traité comme dans la société d'aujourd'hui, où on ne peut pas être vu. C'est complètement différent. La mort est omniprésente. Et la fin peut être interprétée, et Rossellini l'a accrédité quand même. C'est un acte de liberté, sa mort. Il se sacrifie, mais c'est aussi un acte de liberté. C'est un acte christique dans la phrase qu'en dit Rossellini lui-même. Alors ça peut être interprété de différentes façons, mais je voulais quand même dire que celle de Rossellini dit ça peut être interprété comme un acte de liberté. Oui, d'autant plus que c'est une ascension quand même, c'est-à-dire qu'il monte dans l'immeuble. Alors ce qui est très beau dans la scène, c'est que bien sûr la musique nous y prépare, il y a une forme de solennité comme ça, de gravité de l'instant qui s'installe, mais le parcours d'Edmund, sa façon de marcher fait que il joue avec les décombres en quelque sorte. Tout est jeu pour lui. On a l'impression qu'il se sert d'une poutre comme d'un toboggan. Il saute par-dessus les trous. Il y a une façon de prendre une sorte de bout de pioche comme un pistolet, etc. De jouer avec l'ombre comme s'il tirait sur les choses. Il s'imagine un film dans cette espèce de décor, de perspective, etc. Il y a un jeu d'enfant et en même temps c'est le drame absolu, le tragique total, puisqu'un enfant se tue. Il y a une ascension, en effet. Hein, il monte comme ça les escaliers d'un bâtiment, une forme de chemin j'ose pas dire de croix, mais de passion, quoi, au sens biblique du terme. Hein. En tout cas, il y a une symbolique derrière qui est assez évidente. Mais au moment du geste suicidaire, ça, c'est le suicide d'un enfant, en fait, hein, qui est un geste tellement extrême qu'il accuse toute la société. Voilà, c'est vraiment... Quelle société peut prétendre être justifiée, exister, etc., si, en son sein, les enfants se suicident? C'est quand même la grande question du film à la fin. Et quelle société... Qu'est-ce qu'on construit sur ces bases-là? Voilà, donc ça, c'est vraiment la question définitive de Rossellini. Mais il faut regarder aussi à comment il filme cette mort. C'est quand même le moment crucial du film. C'est le point d'orgue. Il nous emmène jusque-là.
c'est un geste vraiment radical hein, pour un film. On peut dire que terminer sur la mort d'un enfant, on ne fait pas plus tragique. Et c'est difficile de ne pas laisser le spectateur dans une espèce de désarroi plus grand. Là, vraiment, c'est une claque, hein, en quelque sorte, hein, qu'administre Rossellini à son spectateur. On est laissé quand même devant un gouffre, quoi. Voilà. Mais le moment de la mort est très intéressant parce que on aurait pu attendre quoi? Qu'il le sublime, qu'il le magnifie, qu'il en fasse, qu'il nous mette, je sais pas, un requiem en bande son. Non, la musique est très moderne, atonale presque. Et le moment en lui-même, on n'a pas un ralenti, on n'a pas quelque chose qui... n'importe quel autre cinéaste aurait ralenti la chute, montré la perspective, installé une sorte de suspense. Lui, pas du tout. Un plan sur le visage d'Edmund, et le deuxième, le corps qui tombe. Mais qui tombe comme un objet, quoi. C'est terrible. C'est le fait brut. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est dit dans un carton au début. C'est, on va parler du, je cite de mémoire, enfin c'est plus du tout ça, mais on va évoquer ce peuple allemand vaincu. Ce n'est ni un éloge, ni une charge, juste une série de faits. Voilà. Et je crois que c'est ça. Oui, moi je voudrais ajouter un petit mot quand même parce que bon, la fin est terrible et en même temps, on n'imagine pas une autre fin. Parce que cet enfant qui a envie de jouer, le toboggan, le ballon, il est rejeté, il n'est pas à sa place, il n'est plus à sa place nulle part. On lui fait jouer un rôle de grand. Il doit sauver sa famille, mais en même temps, il y a encore l'idéologie nazie qui traîne, c'est-à-dire qu'on ne garde pas les personnes inutiles, on les élimine de la société, il tue son père. Donc, comment survivre à ça? Enfin, bon, il a 12 ans. Enfin, voilà, moi, je crois qu'aussi, il porte toute cette responsabilité de l'idéologie nazie et il l'a tellement bien intégré d'ailleurs qu'il tue en croyant rendre service à la société, à sa famille, et y compris au père peut-être finalement. Et en même temps, les valeurs chrétiennes ressurgissent et la mort vient le libérer de cette faute qu'il a commise. Et ce qui est très beau, je trouve, c'est Ombra Mai Fu. Enfin, moi, je chante Ombra Mai Fu de Haydn. Et quand il passe devant l'église, il entend cette musique et ça le ramène, je pense, à des sentiments... à l'humanisme, à des sentiments humains qu'il avait perdu, ce petit garçon, finalement. Et on lui a fait perdre. Hein. Et la famille, comme la société, comme les autres enfants, et il est bien nulle part, en fait. Hein. Donc, quelle autre fin imaginer? Alors, elle est sobre, mais en même temps, elle est libératrice, effectivement, aussi, quoi. Il y a une chose... Oui, Jacques. Oui, Iréna va parler, bien sûr. Bonsoir, Jacques. Oui, je voulais juste vous demander un petit peu ce que vous pensez de l'interprétation que je vais donner. Cet enfant, il est exploité. Les grandes personnes l'usent et l'abusent et en abusent. Il ramène la nourriture, il est insulté, on l'attaque de tous les côtés. Et la mort de son père, il la vit comme une délivrance pour la famille. C'est encore une exploitation, indirectement. Et je trouve que le rapport entre les adultes et l'enfant est au centre du film, que ça rend le film encore plus dramatique, parce que c'est l'enfant qui supporte tout le poids de l'après-guerre. Alors je voulais vous livrer cette pensée. Il y a aussi, absolument, c'est vraiment, c'est ce que je pense nous pensons tous, et nous voyons tous, et vous l'avez exprimé. Et il y a quelque chose d'étrange avec, on
on voit presque les monuments, cette ville détruite, ce Berlin détruit comme un témoin, et comme si c'était le seul témoin. Il y a une telle indifférence qui règne entre les gens. Il y a une telle insensibilité qui est complètement tout à fait explicable et qui est tout à fait. Et là, il est pratiquement impossible de s'identifier à quiconque. Dans ce film, on n'a plus d'émotion. On n'a pas d'émotion. On n'a pas véritablement d'émotion. On est témoin d'une situation, en fait, d'une vie, d'une réalité absolument terrible. Et cette lumière aveuglante, c'est comme si elle-même ne voulait pas éclairer ce qui se passe dans cet univers de misère matérielle, Extrême, d'ailleurs. spirituelle, Tout est détruit. misère. Et Berlin, oui, et tout est détruit. La ville est détruite parce que Berlin a été bombardé. La guerre était finie quand les Alliés ont détruit complètement Berlin. Et les Allemands ont dû vivre dans ces ruines. Et en plus, ils arrivent à vivre si ils ont 4 sous de la part des Alliés qui, à l'occasion de soirées ou d'autres choses, leur permettent de survivre. C'est dramatique. La survie des Allemands, c'est très fort d'ailleurs. Hein. Je trouve que les Allemands étaient responsables de la guerre avec le nazisme, mais en même temps, on a envie de les aider. Enfin, c'est l'homme qui est au centre de ce film, quoi, finalement. Hein. Alors, est-ce que, oui, Christine, les jeunes, réfléchissez à des questions que vous pourriez avoir. Je suis sûre que vous en avez, obligatoirement. Hein. Alors, Christine d'abord. Bonsoir tout le monde. Évidemment, c'est très émouvant de voir Berlin comme ça. Enfin, aujourd'hui, si vous allez à Berlin aujourd'hui, c'est une ville qui est renée de ses cendres. C'est le Phénix. C'est une ville toute de verre et de glace, mais qui est restée assez longtemps détruite côté est, avec justement ces gravables. Berlin a été pilonné après la Deuxième Guerre de façon intense parce qu'il y avait de la résistance. Et des enfants comme Edmund, qui a la chance dans le film que son père ne l'a pas... Enfin, a fait un faux certificat pour qu'il ne soit pas dans la jeunesse hitlérienne, ne s'est pas battu, mais les enfants qui ont défendu Berlin jusqu'au dernier, c'est aussi à cause d'eux que les bombardements ont été très intenses. Il faut voir tout le contexte. Mais je voulais prendre la parole parce que je me demandais, c'est quand même un film d'italien. Je veux dire, le Bambini, il a quand même une place très particulière, la rédemption, l'église, tout ça. Enfin, j'étais en train de me demander si c'était Schlendorf qui avait fait ce film. Comment serait-il? Vous vous souvenez, Schlendorf, c'est le réalisateur de le tambour crabe. Voilà, le crabe tambour. Ouais, merci, le crabe tambour. Et ben, si on essayait d'imaginer un Allemand qui filme ça comme ça, enfin, qui montre justement la dégradation du tissu de la société, parce que bon, quand on a faim, hein, on est un loup pour l'homme. Hein. Je crois qu'on peut être allemand, italien, chinois, coréen, hindou, tout ce que vous voulez. Français, oui, français, exactement. Je crois qu'on a tous un peu les mêmes réactions. Mais juste, voilà, je me posais la question et j'avais envie d'avoir votre avis. Je vais profiter d'avoir le micro pour dire que ce film aussi me fait penser, moi, à Mouchette, à l'histoire de Mouchette, et aussi une petite qui a 12-13 ans, qui est exploitée par sa famille, qui vit un viol comme une histoire d'amour finalement, mais qui est tout d'un coup tout ça. Et il y a un regard de la société contre elle. Et à la fin aussi, il y a ce magnifique suicide où elle s'enveloppe d'une robe de mariée. Et elle fait des roulades avant de tomber. Voilà. Et puis bon, ça fait penser aussi à Stig Dagerman, qui a écrit aussi sur l'Allemagne anéantie par des bombardements, tout ça. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu peut-être, mais... Oui, juste un mot, puisqu'on fait un peu des réminiscences. Il y a aussi un film qui est français qui est sorti et qui s'appelle Les Jeux interdits. Alors c'est totalement différent au point de vue esthétique, mais c'est aussi un très beau film sur la guerre vue à travers les enfants.
Alors merci, c'était Jacques de la Rosière. Je voulais saluer Jacques Kebadian, qui est lui-même cinéaste. On a vu son film 20 ans après, il n'y a pas longtemps, sur l'Arménie. Autre drame, autre histoire. Oui, merci beaucoup d'avoir choisi ce film et de nous rappeler les horreurs de la guerre. Ma question, c'est en fait pour la salle qui est remplie de jeunes. Est-ce que vous faites un lien entre ce film et ce qu'on entend actuellement sur ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous le faites? Non? Mais derrière les images des chars et des avions qu'on voit parfois dans les actualités, il y a derrière beaucoup de misère et de dégradation des rapports humains et de rapt, de rapines, de prostitution forcée, toutes ces choses-là, c'est la guerre. Et Peut-être dire un mot, c'est vrai qu'on voit quelques images de l'Ukraine. Je veux souligner, vous parlez de l'Arménie, hein, là aussi qui est en guerre avec l'Azerbaïdjan. Il y en a 40 dans le monde des guerres en ce moment. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas ce que ça peut représenter, pas bien en tout cas, hein, pour les peuples qui la vivent et pour les enfants qui traversent ces périodes-là. Mais peut-être vous avez des questions plus précises, alors peut-être répondre à notre ami, mais aussi des questions plus précises sur le film lui-même, hein, sur Berlin. Vous avez... Ah, alors. Voilà, allez. Mais il faut, on pose toutes les questions qui nous viennent. Hein. Merci pour la parole. Du coup, ma question, c'est que ce film, il met vraiment en avant le fait qu'un enfant, c'est très difficile pour lui de réussir lorsqu'il est dans un mauvais contexte. Par exemple, le petit enfant, dû au contexte de pauvreté, etc., qui était autour de lui, il a été influencé, si je peux dire ça comme ça, à la délinquance. Et j'ai cette question, c'est est-ce que vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, un enfant réussit en fonction du contexte qui lui est imposé, où il peut réussir à entraver tout ça? Voilà, est-ce qu'il peut s'en sortir? Voilà. Alors, encore une petite question dans le même genre sur la note d'espoir, parce que la fin du film, c'est Allemagne année zéro à ramener au titre. Est-ce que c'est Allemagne année zéro, tout fout le camp et on recommence à partir de zéro, ou bien tout fout le camp et la mort de l'enfant, c'est ben non, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir, quoi. Est-ce qu'il y a un avenir au contraire, ou est-ce qu'au contraire il n'y en a pas, quoi? Non, pour moi, au fait, il n'a pas de choix. En fait, l'enfant dans ce film n'a aucun choix et c'est le seul qui manifeste en fait avec la sœur. Ils ont c'est à la fois la nécessité, mais c'est aussi l'humanité et ça, on n'a peut-être pas dit que Rossellini était un grand humaniste. En fait, il se proclamait, c'était de l'humanité, c'est être un être humain avant tout. C'était une de ses paroles, et c'est ce qu'il restitue tout, parce que ce garçon qui est une véritable victime, il est exploité, c'est par l'émotion, c'est par le sacrifice qu'il fait, tout ce qu'il fait pour sa famille, mais il n'a aucun choix, comme tous ses enfants. Ils ont faim, ils ont même ces professeurs, vous avez vu, ça c'est une allusion c'est aussi une autre allusion, c'est aussi de l'exploitation sexuelle, manifestement, en fait, c'est en donné en touche, mais c'est évident. Et donc, à votre question, il n'y a pas... en fait, il y a toujours des destins, des êtres exceptionnels qui trouvent les voies, mais dans beaucoup de cas, il n'y a simplement pas de choix. C'est comme si tout était déjà donné pour vous. Et c'est en cela que ce cinéaste est particulièrement important, parce que c'est un révolutionnaire. Et comme il a fait la révolution dans le cinéma,
il a fait il est possible sur la note d'espoir. En fait, c'est aussi de l'espoir. Oui. J'ai juste je vais vous dire, qu'à mon avis, il y a une chose qui manque dans ce film. La chose qui manque, c'est qu'il n'y ait même pas une tentative de renouveau qui échoue. Une tentative qui échoue, ce serait vraiment la pire des choses. Hein. Mais une tentative, il pourrait y avoir une tentative de renouveau, etc., qui échoue. Mais il n'y a même pas ça. Alors le film, à travers le parcours de l'enfant, dont on a dit, et à très juste titre, à quel point il n'avait aucun choix. Il n'en demeure pas moins que c'est le personnage le plus mobile. C'est lui qui bouge, c'est lui qui marche, qui va à droite et à gauche, dans un quartier ou dans l'autre, dans telle planque des jeunes adolescents qui se réunissent dans une espèce de trou la nuit, sur telle place où on fait où on revend les objets. C'est lui qui bouge, c'est lui qui voit. Alors est-ce qu'il comprend? Oui, il est très intelligent, il comprend les choses, il comprend les situations. Mais ce qui se dessine à travers lui, c'est tous les maux de l'après-guerre. Vraiment, c'est tous les maux de l'après-guerre. C'est-à-dire les pénuries, on manque de tout. Et le premier besoin, c'est de se nourrir quand même. Dans sa famille, on n'a pas à manger. C'est ça le premier truc. Le marché noir. On revend les objets, on fait du troc. Il y a des profiteurs de guerre, hein, des profiteurs qui font monter les prix, etc. Qu'est-ce qu'on a pour 50 marks? Même pas du pain, etc. Enfin, vous voyez, le truc du savon, etc. Tout le marché noir qui est une dévoration mutuelle des uns par les autres, hein, vraiment. La prostitution, exactement. La prostitution c'est dit à demi-mot, mais la sœur qui va le soir dans les cafés pour danser avec les Américains, ça signifie évidemment la prostitution. Ouais. Toutes les pénuries. La pédocriminalité qui est présente à travers... encore une fois, ce sont des allusions, mais on le comprend avec le personnage de l'ancien professeur qui lui administre des caresses tout à fait gênantes, malaisantes. Et il racole, voilà, pour un général. Voilà, exactement. Donc, du trafic d'enfants, c'est ça qui se passe dans l'après-guerre. Et c'est ça qui se passe dans toutes les situations de pénurie et de guerre. Donc, les trafics d'êtres humains. Voilà, et on pourrait ajouter d'autres choses. Mais c'est ce que montre le parcours d'Edmund dans ces décombres. Oui, Irena. Il y a cette scène qui est quand Edmund vend le disque et on voit cet homme avec l'enfant qui entend le discours de Hitler de ce disque, et là c'est une espèce, il nous met dans une espèce d'irréalité merveilleuse, parce qu'on est presque dans la peau de ce personnage qui se dit mais est-ce de nouveau, est-ce que on ne sait pas ce qu'il se dit, mais on pourrait imaginer ce qu'il se dit, mais peut-être ce n'est pas fini, ou bien il se dit quel cauchemar. Je ne sais pas ce qu'il se dit, mais c'est une magnifique, et c'est une des rares scènes où on ne parle pas, parce que c'est un film très bavard finalement. Ouais. Il avance. Effectivement, bon, le disque est vendu à des Américains. Mais les Allemands
réentende. Mais voilà, c'est ça. Voilà. C'est la scène On où le n'est pas disque est joué. sorti de cette période. Tu avais raison tout à l'heure Mm. dans ton introduction. C'était très formidable ce que tu as dit aussi sur le fait que le nazisme avait imprégné finalement la conscience et l'état d'esprit des Allemands, à tel point que même à la fin de la guerre, c'est pas terminé tout ça. Dans la scène où on joue le disque, qu'est-ce que fait Rossellini? Il nous montre des plans de la ville, de bâtiments vides, des plans très larges, avec le Reichstag, etc. C'est-à-dire que c'est la voix d'Hitler qui résonne encore, qui est toujours là. Ça c'est fou. La portée de ce moment-là est complètement sidérante. Et oui. Alors, Jemila. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Moi, je trouve que cet enfant, quelque part, il décide de transcender tout ça et d'inscrire sa plus profonde liberté. Parce que quelque part, il décide de s'inscrire résolument hors de tout ce qu'on lui impose. Et du coup, il se livre à l'infini et il se délivre. Et je trouve que quelque part, c'est... Bien sûr, on peut dire, il n'a pas le choix, mais il décide. C'est sa décision. Et c'est une force. Je trouve que c'est très fort, ça, justement. Cette délivrance, il se livre, il devient libre. Bien. Alors, oui. On m'entend? Oui. Moi, déjà, c'est pour donner aussi un avis sur le film, ce que j'ai ressenti, mais c'est aussi pour poser une question après. Déjà, j'ai trouvé ça très beau. Je comprends tout à fait l'univers du film italien, tout ça. J'ai peut-être pas une culture cinématographique si poussée, enfin peut-être aussi poussée que certaines personnes dans la salle, mais je retiens voilà l'empreinte italienne, l'émotion de Rossellini dans son œuvre. Et moi, ma question, c'est dans cette désolation, dans le regard de l'enfant à travers l'après-guerre, est-ce que vous avez, par exemple, pareil, des films de l'après-guerre ou même de la guerre au travers de l'enfant, mais voilà, pas sous ce regard italien de Rossellini, mais peut-être sous d'un autre auteur, d'un autre cinéaste. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Ouais. Déjà, merci pour toutes ces interventions, surtout les jeunes aussi, quand ils parlent, c'est super. Je précise juste un petit truc qui va vous paraître à part, mais c'est pas le cas. Nous avons vu la version doublée du film, doublée en italien, qui n'est pas la version originale, car le film a été tourné en allemand. Ce sont des acteurs allemands qui parlent allemand. Et là, c'est une version commerciale italienne qui n'est pas de la volonté de Rossellini. Parce que le bon film était resté à la maison. On vous a parlé de réalisme au début, donc on avait besoin quand même de vous donner ces petites spécifications. C'est que normalement, le film est avec des acteurs allemands, parle allemand à Berlin, parce que pour Rossellini, c'est la plus élémentaire des logiques. Et il était en Italie, on peut pas aller contre le doublage. C'est un pays de doublage. Même les films italiens sont doublés, sont post-synchronisés eux-mêmes. Donc de toute façon, c'est comme ça. Mais voilà, pour préciser que c'était aussi un usage très original de sa part dans le cinéma italien, que c'était de faire entendre les autres langues. Parce que si vous prenez par exemple Stromboli, qui est aussi un très beau film avec Ingrid Bergman, ça commence. Tout part de la guerre avec Rossellini. Hein. Ça commence dans un camp de prisonniers de guerre où il y a plein de nationalités et Rossellini fait parler tout le monde dans sa langue. Hein, on entend des Français, des Américains, des Allemands, etc. Et d'autres langues aussi, des Espagnols. Et il respecte ça. Et c'est important pour lui et c'est une preuve de réalisme. Voilà, pour le coup. Et ensuite, alors, il y aurait plein de films...
sur les enfants de la guerre. Encore une fois, on est pris au débeauté, etc. Mais il y a des chefs-d'œuvre là-dessus. On a parlé de l'enfance d'Ivan là, juste avant. Et c'est une très bonne idée. C'est vraiment un film magnifique. Quelque part en Europe, il y a Dessica. Bon, ce n'est pas vraiment la guerre. Il y a des films. Il y a beaucoup de films documentaires. Et vraiment, j'allais presque. On a pensé faire un cycle sur les films documentaires sur les enfants pendant ou après la guerre. Alors, vous trouvez des choses strictement, je veux dire, des combinaisons incroyables. Vous trouvez par exemple, vous trouvez des enfants slovènes qui ont été des fils et des filles, mais des enfants vraiment pendant la guerre, qui ont été des filles de partisans. Et qui ont été transférés dans les camps en Allemagne. Ensuite, vous avez les enfants en même Slovénie qui ont été des fils et des filles des enfants de collaborateurs qui, eux, ont été sauvés après la guerre, parce que, bon, comme ils étaient des fils, etc., des ennemis de la nation, ils avaient donc, eux, ils étaient transférés aussi à l'étranger, mais pour d'autres raisons. Vous trouvez en Scandinavie des cas extrêmement nombreux, des enfants qui ont été conçus avec, par exemple, en Norvège, avec les Allemands, et donc qui étaient indignes nationaux et qui ont été transférés en Suède, dans les espèces de camps ou d'orphelinats ou de quasi-orphelinats. Vous avez des histoires en Pologne. Vous avez le magnifique film est-ce que c'est Kaniewski qui a fait ses enfants voleurs, enfin les enfants. Ça, c'est un film des années qui a eu le prix à Cannes. Et il s'agissait des enfants qui étaient absolument aussi des enfants de la rue qui vivaient dans une misère absolue et qui ont été absolument instrumentalisés et devenaient des voleurs parce qu'ils étaient de petite taille, des tout petits enfants, et on pouvait les mettre dans les appartements par les fenêtres, etc. Et le film, c'est Kaniewski, je suis presque sûre. Et bon. Donc, il y a beaucoup... il y a le film qui est intéressant aussi, il y a le tambour. Le tambour. Il y a le tambour dont on a parlé. Puis il y a Requiem pour un massacre d'Elem Klimov aussi. Je ne sais pas pourquoi c'est les Russes qui me viennent. C'est ça, Requiem pour un massacre. Oui. Il y a des Japonais aussi qui ont fait ça. Il y a un très beau, un chef-d'œuvre japonais de 48 aussi, à peu près la même période, qui s'appelle Les Enfants de la ruche, sur tous les orphelins de guerre au Japon. C'est absolument magnifique. Des frères, enfin, il y a eu beaucoup de films. Et même, ils ont fait des films d'animation au Japon. Peut-être certains connaissent ce film, ça s'appelle Le Tombeau des Lucioles. C'est magnifique. Voilà. Regardez ça avec des mouchoirs. Ah oui, les petits-enfants pleurent. Il y a un monsieur dans le fond. Alors, il y a un monsieur dans le fond. Ce que Philippe me faisait remarquer, mais ça avait été dit en introduction tout à l'heure, c'est que le film a été mal reçu. En Allemagne, hein. Bien sûr, enfin bien sûr, parce partout, mais en Allemagne aussi, puisque ils l'ont vu en 1978 seulement, mais en France aussi, il est arrivé très tard. Hein, c'est dans ton petit. Oui. En Italie aussi, n'est-ce pas? En Italie, il a été censuré. En Italie, voilà. Parce que c'était la désolation, la destruction totale finalement. L'humiliation pour le peuple. Personne n'était en capacité de regarder ça au lendemain de la guerre, où on voulait reconstruire, rebâtir. Ceci dit, ça a été très très long dans la vraie vie aussi, hein. C'est-à-dire que il s'est passé 10 ans d'horreur après la guerre. Après la guerre, c'est pas la paix, c'est pas tout de suite, hein. Il faut des années et des années entre les règlements de compte, les femmes qu'on rase, les enfants qu'on ne veut pas parce qu'ils sont nés de pères allemands ou autres, etc. Il y a eu c'est l'indicible, et ça commence seulement
à sortir dans les documentaires aujourd'hui, qui sont très beaux d'ailleurs, qui sont donnés tard, souvent à la télévision française. Hein, ça commence à apparaître. Mais c'est impressionnant. Et tous ces films avaient été tournés en noir et blanc à l'époque, ils ressortent aujourd'hui en couleur, et c'est encore plus fort. Parce qu'on est dans la réalité. Alors, c'est impressionnant. La misère en couleur, c'est beaucoup plus dur que la misère en noir et blanc, hein, je peux vous dire. Alors, là-bas, il y a une question. Oui, mais... Avec le micro, on vous... Alors, la réponse à la jeune femme, mais c'est difficile de répondre à cette question, parce que c'est pas seulement dans le cinéma qu'elle a posé cette question. C'est comment les enfants évoluent dans les contextes sociaux, économico-sociaux, politiques, dans des situations très diverses. Ben, comment un enfant peut ou pas évoluer quand il est seul, en plus, parce que quand il est entouré, qu'il est protégé, c'est encore différent. Mais dans des situations... Alors, tu es africaine ? Oui. Non, parce qu'en Afrique, il y a énormément de cas. Il y a des situations, il y a des films, bien sûr, sur des situations des enfants orphelins, les enfants de la guerre, les enfants soldats, enfin, etc., dans des contextes extrêmement difficiles de conflit. Et où là, les enfants, ils s'en sortent pas. Hein, ils s'en sortent très difficilement, en tout cas. Avec un peu d'expérience que nous avons avec les stagiaires, par exemple pour le festival, je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait vraiment un très grave même dysfonctionnement dans le système scolaire français. Et voilà, c'est très lourdement dit comme ça, mais vraiment, au fond, peut-être que les manquements de l'éducation familiale ou peut-être les impossibilités, ou peut-être, voilà, l'école devait servir et doit servir à ce que cela soit corrigé, compensé, etc. Nous avons travaillé avec plusieurs lycées et collèges autour de Paris. Et voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, je ne sais pas du tout, là, il ne s'agit pas du tout de... Mais je sais que vraiment, peut-être que 70% de problèmes dont nous ne pouvons pas ne pas les constater, ne pas les voir, etc., viennent de ce défaut, de ce manquement. Et voilà, parce que finalement, il n'y a pas du tout de raison pourquoi il y aurait tout est fait pour que tout le monde a les mêmes possibilités d'apprendre et le même vouloir d'apprendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà. On va peut-être, s'il n'y a plus de questions, peut-être un mot de la fin. Et puis Mathieu, si tu as envie de dire encore un petit mot. Et puis on va aller boire un verre et grignoter des petits trucs. Non, j'espère simplement que ce film vous a touché. Et puis on est là pour en parler. Hein, donc on se retrouve autour d'un verre. Voilà, merci. Alors... Si vous me permettez, encore 2 petits mots. Le 17 mars, soirée iranienne. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, parce qu'il ne faut pas toujours fermer le poste des informations. Hein. Elles ne sont pas toujours bonnes, mais on apprend des choses et on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde. En Iran, les femmes se battent pour leurs droits aujourd'hui. Le droit de retirer le foulard, le droit d'avoir les cheveux au vent, comme elles disent elles-mêmes, sans être emprisonnées, fouettées ou même tuées. Donc elles ont commencé une révolution en Iran, soutenue d'ailleurs par les hommes et les jeunes étudiants
qui se font arrêter aussi dans les manifestations et assassiner en prison. Donc nous ferons une soirée de soutien à ces femmes. Elles mènent la bataille Femmes, Vie, Liberté. Et nous rendrons hommage ce soir-là avec des écrivaines, avec des réalisatrices, avec des photographes, des jeunes femmes, à un grand cinéaste qui est en prison pour ses idées, qui s'appelle Mohammad Rassoulov, qui a fait un film « Le diable n'existe pas » et qui a été d'ailleurs ours d'or à Berlin. Et nous projetterons le 17 mars. Donc je vous invite, ce ne sera pas votre tour, mais si vous avez envie de venir avec l'autre équipe de Frédéric et de Marie, alors vous êtes de nouveau les bienvenus. Et je vous invite vraiment à venir et à marquer votre solidarité pour les droits des femmes en Iran et pour la révolution en Iran. Voilà. À très bientôt.